attentat terroriste, mais de se situer, de créer des lieux qui permettent à la fois de prendre de la distance, de penser. J'ai employé cette formule, bon, l'histoire comme thérapie. Bon, je l'ai expérimenté en fait dans le passé. Je l'ai expérimenté. Raconter l'histoire, fonder les éléments d'une connaissance, d'une interprétation, même si elle n'est pas consensuelle, même si elle peut donner lieu à des débats. Et ce sujet donne évidemment lieu à des débats parfois très contradictoires et très polémiques. Mais la perspective même de prendre une distance et d'inscrire des événements, voire des archipels d'événements dans une histoire peut avoir un effet alors thérapique, soit au sens littéral du terme, soit au sens bien sûr imagé. Et là, il y a une deuxième idée qui est très importante. Bon, là, j'entre un peu dans le cœur du sujet de l'histoire du terrorisme, dont je n'étais pas un spécialiste d'ailleurs. Je suis plongé dans cette histoire tout récemment. L'importance d'un acte terroriste ne tient pas au nombre de ses victimes, même s'il y a des attentats qui font un nombre considérable de victimes. On ne sait pas, bien sûr, il y en a d'autres, en Irak, en Afghanistan. Bon. Mais elle tient à l'impact disproportionné de ses effets. C'est l'une des toutes premières définitions du terrorisme qui date de Raymond Aron, 1962. C'est un acte dont les conséquences ou les effets psychologiques sont hors de proportion par rapport à ses conséquences physiques. Donc il faut faire très attention à la question du nombre. On parle ici de quelque chose, d'un phénomène qui n'a strictement rien à voir avec, par exemple, les guerres mondiales ou avec les phénomènes de dictature, bien sûr. Je m'adresse à des gens qui connaissent bien ces questions-là. On est sur un autre registre. Et enfin, alors ça c'est une idée centrale, c'est un phénomène structurel des sociétés contemporaines, pas simplement des sociétés occidentales, bien entendu, et qui affecte et qui a affecté notre quotidien, notre histoire, qui a affecté la politique étrangère, qui a affecté nos manières de vivre, qui a affecté le paysage urbain, qui a changé, non pas simplement à cause des attentats terroristes, mais aussi à cause de la façon dont les sociétés, en particulier la société française, a réagi face à ces attentats, qui étaient une des thématiques principales de ce musée. Voilà, j'ai résumé le projet, je vous en ai déjà dit beaucoup, je vais développer. Excuse-moi. Voilà. Alors, je vais continuer par quelques problèmes, quelques nœuds qui sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous y sommes depuis le début. Depuis 2 ans à peu près que nous travaillons. Je vous présenterai un mot sur l'équipe et sur les conditions de création de cette mission. Bon. Ces dilemmes, voilà, j'en ai choisi 4, il y en a d'autres. Hein. Ce sont des dilemmes, des formes de paradoxes ou de contradictions. La première est très simple, montrer la violence ou ne pas la montrer. Alors, c'est un débat qui est assez classique dans les musées de guerre, qui est particulièrement aigu dans les musées sur le terrorisme. C'est un débat qui s'est posé notamment au musée mémorial du 11 septembre, parce que nous sommes évidemment devant deux problèmes. Vous montrez la violence, vous risquez le voyeurisme, vous risquez de choquer, vous risquez voire de servir la cause de certains mouvements terroristes qui utilisent évidemment l'image comme une arme parfois extrêmement importante dans leur mode d'action. De l'autre côté, ne pas la montrer. Alors j'ai dit ne pas trop la montrer parce que vous voyez bien quelle est ma réponse à ces dilemmes, parce que là je pose des dilemmes et nous avons des réponses quand même à ces questions-là. C'est prendre le risque d'euphémiser, voire de faire sortir les acteurs, les terroristes eux-mêmes, du sort commun de l'humanité. Ce ne sont pas des êtres venus de nulle part dont il serait nécessaire de cacher le nom et le visage. Bon. Alors je dis ça parce que ce sont des questions qui se posent. Hein. Ce sont des questions qui ont été posées. C'est posé au musée du 11 septembre à New York. Il y a eu un débat qui a duré très longtemps sur fallait-il ou pas montrer les photos du commando, enfin, les commandos du 11 septembre, fallait-il ou pas donner leur nom. C'est un problème qui nous a été posé, parce que nous travaillons de manière assez étroite avec les associations de victimes. Il y a certaines associations, certaines victimes, parents de victimes, qui sont extrêmement hostiles à l'idée de voir le visage des tueurs, on peut parler clairement, ou de voir leur nom affiché. Ma réponse, elle est très simple, je suis un historien, et c'est tout simplement impossible de ne pas le faire. Alors après, toute la question sera comment, dans quelles conditions, et avec quelles conséquences et quels effets possibles sur le visiteur. Mais il n'est pas hors de question de ne pas montrer
au moins en partie l'identité des terroristes. Quant à montrer la violence, je donnerai quelques exemples, c'est quasiment inévitable. Alors c'est là où il va y avoir, on a toute une réflexion en cours, hein, qui n'est pas aboutie, parce que nous en sommes pour l'instant à l'établissement d'un projet scientifique. Nous sommes encore loin de la muséographie, de la mise en place concrète des choses dans un espace, hein, puisque l'espace, on l'a trouvé il y a à peine un mois. Donc, mais il va de soi qu'il est hors de question de refuser de montrer la violence, mais en aucun cas nous allons oublier qu'un musée, c'est une médiation. C'est vraiment un terme banal dans le domaine de la muséographie, c'est une médiation. Nous faisons une médiation, nous sommes un filtre entre des images qui elles-mêmes sont déjà des médiations et les visiteurs potentiels qui en plus sont très divers. Voilà. Ça c'est un premier dilemme. J'ai nommé d'ailleurs, j'ai confondu les deux, mais le deuxième c'est voilà, nommer les tueurs, ne pas les nommer. Résilience ou résistance. Alors voilà, là aussi c'est un autre débat qui a des conséquences sur les choix que nous allons faire. Faut-il faire en sorte que ce musée soit plutôt du côté fournisse des armes pour tout ce qui peut aller dans le sens d'une résilience? Bon, pour dire les choses, moi personnellement, je suis peu favorable, ou en tous les cas, j'utilise assez peu le terme de résilience, qui est parfois devenu un lieu commun, mais qui est une réalité pour des victimes, qui est une réalité dans des personnes qui ont été traumatisées, et qui signifie d'une certaine manière la possibilité de sortir du traumatisme, la possibilité d'une reconstruction. Voilà. Est-ce que ce lieu va pouvoir être un lieu qui va permettre, même à son niveau, qui n'est qu'un musée ou un mémorial? Je pense que oui. En même temps, je ne me fais pas d'illusions. Il est impossible à la fois de tenir d'un côté l'idée qu'on va montrer quelque chose qui a à voir avec l'histoire de la violence, et parfois une violence extrême, tout en allant dans le sens d'un apaisement ou d'une résilience. Donc nous sommes dans une contradiction qui pour l'instant n'est pas résolue, mais qui va trouver un début de réponse avec le lieu que nous avons trouvé. J'y reviendrai, puisque le lieu, et ça c'est une chance inouïe, auquel on ne croyait pas il y a encore un mois, va nous permettre de jouer sur différents registres. Alors, j'ai dit résilience, l'autre terme c'est résistance. Alors résistance, il ne s'agit pas de faire du musée un moyen de lutte contre le terrorisme, hein, ce serait ridicule, mais c'est un lieu qui affirme la capacité d'une société, alors même qu'elle est touchée par des actes terroristes, parfois d'une extrême violence, et alors même que le processus, a priori, n'est pas terminé, personne ne peut mettre un point terminal, notamment à la phase que nous vivons à l'heure actuelle, eh bien, est capable, non pas simplement de faire un mémorial, parce que des mémoriaux de guerre, ça existe, hein, bien sûr, dès le début de la guerre de 14, même des 39-40, on a des mémoriaux, c'est-à-dire des lieux du souvenir, des lieux qui rappellent le nom de ceux qui sont tombés, etc. Mais d'avoir un lieu de médiation et de prise de distance avec l'événement, ça c'est beaucoup moins fréquent, c'est même rarissime, c'est l'un des objectifs de ce musée. Et quand j'ai dit résistance, j'ai ajouté par la culture, c'est-à-dire il ne s'agit pas encore une fois de se placer sur le terrain du contre-terrorisme, qui est un sujet pour nous et certainement pas une attitude, mais de montrer que voilà, l'histoire, la connaissance, la transmission, le témoignage, la littérature, le cinéma, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qui entre dans le périmètre de ce que peut être un musée de ce type, est une forme de résistance face à la violence. Et enfin, alors ça c'est un élément alors, qui est central dans les problématiques sur la mémoire. Bien sûr que le lieu est construit pour se souvenir, ça va de soi, c'est un lieu de mémoire, c'est un mémorial. En même temps, l'un des problèmes que pose le terrorisme, j'y reviendrai, c'est très fréquent dans le discours des victimes, qui est un peu différent de ce qui peut se passer pour d'autres événements qui n'ont pas la même temporalité. C'est ce qu'on appelle la hantise de la répétition. Et donc, voilà, il y a eu plusieurs réactions de dire est-ce que c'est la peine de créer un lieu qui, au lieu de permettre qu'on tourne la page, va au contraire être un lieu
de rappel, et plus que de rappel, puisque on égrène, au moins dans une partie, une séquence terroriste qui s'étale sur plus de 50 ans, voire sur plus de 2 siècles, puisqu'on remonte, il est possible qu'on remonte très loin dans le temps. Voilà. Donc ça, ce sont les quelques dilemmes, et ce ne sont pas uniquement des dilemmes intellectuels, hein. Ce sont des dilemmes, bien sûr, au départ, pas éthiques, intellectuels, mais qui vont se traduire par du visuel, qui vont se traduire par des parcours, qui vont se traduire par des choix, qui vont se traduire par de la scénographie, par de l'architecture. Et c'est là où, évidemment, la question est très difficile, parce que on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est une banalité, mais quand on fait un musée de ce type, il faut à la fois se positionner par rapport à une histoire, se positionner par rapport au présent, mais anticiper ce que pourrait être le regard d'ici l'ouverture, parce que l'ouverture est prévue de manière pour l'instant un peu rapide, hein. On n'a pas les éléments pour fixer une date d'ouverture précise, mais on a prévu 2027. Nul ne peut prédire au jour d'aujourd'hui ce que sera la situation en 2027. En plus, on a commencé ce projet avant la pandémie, on l'a mis en place au moment de la pandémie, ça a été on va dire un peu un défi. Et donc voilà, nous savons aujourd'hui que nos vies, nous savions comme historiens, peuvent être bouleversées assez rapidement sans qu'on puisse le prévoir. Voilà. Alors, je continue. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas forcément développer, bon, ce sont des aspects un peu techniques, mais c'est important parce que, contrairement à ce qu'on croit, lorsqu'on a, là j'ai affaire à un projet présidentiel, disons les choses clairement, c'est un projet, même si ce n'est pas à l'origine le président de la République qui en a fait la demande, bien sûr, mais il a pris à son compte une demande qui venait notamment des associations de victimes et d'une réflexion qui s'est faite au sein d'une structure qui s'appelle la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui s'occupe des victimes. C'est une structure qui a pris la place de l'ancien secrétaire d'État aux victimes, donc qui en soi d'ailleurs intéressant, puisque ça montre la place qu'aujourd'hui les victimes de toute nature hein, dans les politiques publiques. Il s'est agi de construire quelque chose, et ce n'est pas parce que le président de la République qui annonce en 2018 et qui va répéter à plusieurs reprises la création de ce musée mémorial que toutes les portes s'ouvrent. Non. Et en France, on vous dit, moi j'ai eu une lettre de mission en février 2019 par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a été renouvelée en juin 2015 en juin 2020 par le président de la République. Bien sûr que ça m'a ouvert des portes, mais il a fallu tout construire. Alors, rapidement, je vous ai mis là un peu l'organigramme actuel de ce qu'est la mission. C'est depuis le 1er février un groupement d'intérêt public. Alors, le groupement d'intérêt public, je vais rentrer dans les détails, surtout pour nos amis non français, c'est une forme d'institution légère qui permet à terme de créer une institution. L'objectif de la mission est de créer ce qu'on appelle un établissement public, sans entrer dans les détails. Ce sera probablement, peut-être, en tous les cas, c'est notre objectif, un musée national. Et donc, il fallait avoir au départ une structure, ce qu'on appelle un support. Voilà, on a choisi cette formule qui est relativement souple. Elle est financée par 7 ministères. Vous les voyez, c'est l'Assemblée générale, justice, culture, intérieur, etc. Le CNRS est partie prenante, c'est très important parce qu'il y a une dimension recherche dans ce projet. L'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, c'est aussi une participation très importante parce que l'INA est non seulement une des premières bases de données d'images en France et même probablement en Europe, mais c'est aussi parce que cet organisme a une très grande expertise sur l'usage des images et sur le traitement des images, notamment vis-à-vis du public. Voilà. Et enfin, un membre privé qui n'est pas l'État, qui est la Fédération d'aide aux victimes du terrorisme, qui n'est pas une fédération de victimes, mais qui est une fédération qui gère notamment l'argent des réparations, dues aux victimes, et qui est donc un des membres. Voilà. Alors, vous avez ensuite une équipe, nous fonctionnons avec une vingtaine de personnes. L'équipe permanente est à peu près d'une dizaine de personnes, c'est très peu, hein, c'est très peu pour ce type de projet, mais nous sommes dans une montée en puissance. Vous voyez, bon alors je passe sur l'organisation administrative, vous voyez un peu les thématiques qui sont les nôtres, un travail sur l'exposition permanente, ce qu'on appelle les événements de préfiguration, il faut faire exister ce lieu avant 2027, voilà, c'est un des défis que nous avons. La question pédagogique qui est centrale, l'accueil des victimes, la question des collections
qui est centrale, parce qu'en France, partout, qui dit musée dit collection, il n'y a pas de musée sans collection, la recherche et enfin tout ce qui concerne architecture, esthétique, qui pour l'instant un pôle qui était dormant, mais qui va être activé bientôt par la découverte du lieu. Alors, il y a deux choses importantes dans ce dispositif. Bon, je passe sur la présidence exécutive. Bon, président, c'est moi. Bon, c'est une formule un peu. Nous avons choisi une formule un peu compliquée parce que l'administration française est un peu compliquée. Partant à la retraite dans une semaine, je me retrouvais dans une situation un peu compliquée sur le plan administratif. Le CNRS n'ayant pas voulu me prolonger dans mon statut en activité. Donc voilà, nous avons inventé une formule. Donc, je suis à la fois le président de l'Assemblée générale et en même temps je suis exécutif parce que je dirige une partie de l'équipe avec une directrice générale qui est Elisabeth Pelset, magistrate, et qui a été la déléguée interministérielle palais de victimes, qui précisément a lancé tout le processus. Alors ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est elle qui m'a engagé, et ensuite c'est moi qui l'ai engagé en retour. Enfin voilà. Donc ça, c'est anecdotique. En revanche, ce qui n'est pas anecdotique, ce sont nous avons créé deux instances de consultation qui sont très importantes pour nous. Bon, un conseil scientifique et culturel, c'est banal pour les musées, tous les musées en ont. Alors pourquoi scientifique et culturel? Parce que nous avons des experts à la fois sur la question proprement du fond, du terrorisme, de la mémoire, des victimes, etc. Et puis nous avons des experts qui sont beaucoup plus du côté de la muséographie, qui sont des spécialistes à la fois des musées, d'anciens directeurs de musées, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour nous très important, parce que c'est une instance de validation qui fait partie des requis pour toute création de musée, pour tout musée. Voilà. Et puis ce qui est plus original, qui est lié directement à la nature de ce projet, c'est ce qu'on appelle l'Observatoire d'orientation, qui regroupe à la fois toutes les associations de victimes de terrorisme, qui sont à peu près une douzaine en France, certaines importantes, d'autres peu nombreuses. Elles regroupent en général, sont créées à partir d'un attentat précis. Nous avons l'association, enfin le président de l'association des maires de France qui fait partie cet observatoire d'orientation qui est très important parce que ça nous permet de montrer que nous couvrons l'ensemble du territoire. Le terrorisme en France a touché comme ailleurs ce qui se passe partout dans le monde. Hein. C'est un phénomène qui ne touche pas uniquement les grandes villes. Hein. Le terrorisme, surtout le terrorisme contemporain, touche à peu près toutes les parties du territoire. Pour donner une idée, à peu près 400 communes ont été touchées en France depuis une cinquantaine d'années. La moitié d'entre elles sont des communes de moins de 2000 habitants. C'est véritablement. Alors là-dedans, il y a le poids particulier du terrorisme corse et du terrorisme basque, mais même en ne tenant pas compte de la surdimension de ces deux types de terrorisme, ça reste un phénomène qui s'étale sur l'ensemble du territoire. Et il était très important pour nous qu'un musée qui est parisien, Grand Paris, puisque c'est sur elle maintenant, parce que c'est un projet national. Nous avions recommandé dès le départ qu'il fallait que ce soit un projet qui représente l'ensemble des victimes du terrorisme sur le territoire. Nous tenons absolument à cette dimension territoriale et par exemple, c'est François Barouin qui a représenté l'association, le président, pour la première réunion, mais par la suite, ce seront des maires de différentes communes qui viendront représenter cette association. Il y a des personnalités morales, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, une théologienne. Voilà, je ne vais pas vous détailler la liste, mais c'est l'idée dans cet observatoire d'avoir à la fois des gens qui ont été directement touchés par le terrorisme, session de victimes, et en même temps des gens qui vont nous permettre vers qui on va se tourner pour des questions plutôt de type éthique, que je distingue des questions plutôt scientifiques, même s'il n'y a pas une séparation étanche entre les deux. Voilà. Une dernière précision qui a son importance. L'Observatoire d'orientation est présidé par François Molins, qui est procureur général près la Cour de cassation, et qui était l'ancien procureur général de Paris au moment des attentats de 2015. Nous lui avons demandé de présider cet observatoire, donc ça donne la mesure de l'importance que nous accordons à cet observatoire. Quant au conseil scientifique et culturel, il s'agit particulièrement dans les statuts,
son président a été élu directement par les membres du Conseil, et c'est Michel Viedurka qui a été élu lors de la première séance, Michel Viedurka étant sociologue, spécialiste du terrorisme, entre autres. Voilà. Donc ça, c'est... alors je vous ai mis, ça c'est pour vous donner une idée de l'activité que nous avons. Nous sommes à l'heure actuelle avec beaucoup de partenariats. C'est un projet qui a été une de nos principales difficultés, à part le fond, à part les thématiques, d'exister dans le panorama à la fois administratif, culturel français. Ça n'est pas une chose simple, surtout en pleine période de pandémie. Donc voilà. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous avons suffisamment de partenaires importants pour pouvoir déployer notre activité. Alors, je reviens un peu sur le fond maintenant, sur la création de ce musée. J'ai juste une question. On a commencé à, je ne sais plus, 17h10 à peu près, c'est ça, enfin, Frédéric. Donc j'ai à peu près une heure. On n'a pas dit. Une heure, oui. Oui, voilà. Je suis moi-même intéressé par vos réactions. Donc je vais essayer d'être moins bavard, le moins bavard possible. Alors, je voudrais dire un mot sur les origines de ce musée mémorial du terrorisme. D'abord, il y a, et ce sera un des thèmes majeurs de l'exposition permanente, une histoire du terrorisme. En tous les cas, une histoire récente, même si cette histoire, on peut la faire remonter au XIXe siècle. En tous les cas, il y a une histoire récente. Pour prendre quelques chiffres qui donnent un peu la mesure du problème, le bilan général depuis 1974, je reviendrai sur les dates, je reviendrai sur le point de départ, qui est un problème en soi. Le bilan général depuis 1974, c'est environ 4300 attentats, c'est environ 500 morts, plus de 500 morts, plus de 3000 blessés en France, dont plus de la moitié depuis 2012 et la séquence djihadiste qui a commencé avec les attentats de Toulouse et de Montauban. C'est aussi 300 victimes françaises à l'étranger, à peu près. Ce sont des chiffres qui sont parfois difficiles à établir avec une grande précision, mais c'est l'un de nos objectifs, puisque derrière ces chiffres, il y a des noms, il y a des individus, il y a des vies brisées, etc. Et ces noms seront en principe sur le mémorial. Donc, 300 victimes françaises à l'étranger pour une centaine d'attentats qui couvrent la plupart des grands attentats. La plupart des grands attentats qui ont lieu hors de France ont eu des victimes françaises, ce qui veut dire que la manière dont nous abordons l'histoire du terrorisme est par définition, je l'ai dit tout à l'heure, un point de vue international. Alors ça, c'est un premier point. Alors il va de soi que c'est les dernières années, hein, les attentats de 2015, 2016, et puis la série qui a continué jusqu'à tout récemment l'assassinat de Samuel Paty, qui ont entraîné une réflexion sur que faut-il faire pour les victimes du terrorisme, sachant qu'au niveau d'une politique publique, il y avait en place des systèmes d'indemnisation, des systèmes de réparation financière, des systèmes de prise en charge, mais qu'il n'y avait pratiquement rien sur le plan mémoriel. Et c'est un paradoxe, puisque comme vous le savez, la France est plutôt friande à la fois de commémoration, de monuments, de journées nationales, etc. Et donc tout est parti au fond de cette idée que ce qu'on a fait pour d'autres événements historiques, on a fait pour la Seconde Guerre mondiale, on a fait pour la Première Guerre mondiale, on a créé des journées pour l'esclavage, etc. Donc, on a eu tout un investissement sur des événements d'une autre nature, hein, je ne les compare pas. Il fallait faire quelque chose d'équivalent pour les victimes du terrorisme. Nous sommes au sortir, en 2015, d'une longue période qui est pour moi la période de montée en puissance des politiques publiques de mémoire, ce que j'ai appelé les mémoires comme valeurs ou comme marqueurs démocratiques. Le fait de défendre des politiques de mémoire ou d'exiger des politiques de mémoire, c'est pas simplement un mouvement qui vient de l'État, même en général, ça vient pas de l'État au départ, ça peut venir de la société, ça vient souvent de la société civile. Ce type de processus, ce type de revendication, ce type de reconnaissance historique a été quelque chose qui a profondément marqué la société
française et d'une manière générale la société européenne, et même j'ai été, alors c'est un autre débat, j'ai considéré que c'était un mouvement qu'on pouvait considérer comme un mouvement mondial avec d'autres raisons, d'autres explications. Voilà, donc nous sommes quelque part à l'intérieur de cette séquence mémorielle, en tous les cas à l'intérieur de cette culture de la mémoire qui a émergé en Europe, on va dire, dans le dernier tiers du XXe siècle. Alors ici, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé, et en France, la plupart du temps, on est devant les questions de mémoire. Ce sont des questions que j'ai appelées de mémoire négative. Alors, mémoire négative, ça veut dire quoi? Il n'y a pas, c'est pas un jugement de valeur, hein, bien sûr. J'ai emprunté cette expression à Reinhard Koselleck. La mémoire négative, c'est une mémoire qui est orientée vers une réparation. La réparation du passé, on est en plein dedans. Hein, ce sont des débats qu'on a aujourd'hui au quotidien. Et pour lesquels on a identifié où on a désigné du doigt un responsable. En général, c'est l'État. Pour la France, en général, c'est quasiment presque toujours l'État. Et donc, qui va, à partir de là, soit ne rien faire, soit répondre à cette accusation. Le cas emblématique, j'ai travaillé évidemment beaucoup dessus, c'est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, où l'État français, enfin l'État tout court, a reconnu sa responsabilité dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah. Et donc on est dans une mémoire négative, ce dont il s'agit de se souvenir, ce n'est pas d'un événement glorieux, ce n'est pas d'un événement dont la nation pourrait être fière, mais c'est au contraire une faute qu'il s'agit de réparer. Plus ou moins bien. Bon, c'est un modèle dont on voit bien qu'il s'est appliqué à d'autres événements, bien sûr, hein, la guerre d'Algérie, la colonisation, etc. Bon, on peut revenir sur ce débat. On est dans un modèle mémoriel qui, à mon avis, quelle que soit la différence entre les événements, est un peu du même type. Alors que pour le terrorisme, on est sur quelque chose de très différent, puisque l'État est le porte-parole ici, de manière tout à fait traditionnelle, d'une nation qui est la victime du terrorisme. Même si, alors, c'est encore un autre débat, pour nous, est assez compliqué, mais comme pour toutes ces questions-là, où la part de responsabilité à la fois de l'État, de la société, etc., peut évidemment être questionnée. Et globalement, faire un mémorial du terrorisme, c'est honorer des victimes qui sont tombées parce qu'elles ont été visées, la plupart du temps, pour appartenir à un groupe, soit un groupe identifié, j'y reviendrai, soit ça peut être les policiers, ça peut être les magistrats, ça peut être les juifs, ça peut être parfois en France, mais beaucoup plus souvent au Moyen-Orient, les musulmans eux-mêmes. Un énorme problème qui est une chose sur laquelle on est très attentif, mais on est globalement dans ce que j'appellerais une forme de mémoire positive. La nation rend hommage à des victimes, avec une question qui nous a été posée par un grand spécialiste, un acteur des politiques de mémoire en France, il s'appelle Serge Barthélémy, il a beaucoup œuvré pour l'installation des dispositifs mémoriels en France, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, avec une question qui est centrale. Il dit en France, le centre des politiques de mémoire, c'est toujours le héros. Il y a une forme d'héroïsation, il y a toujours une figure héroïque sur laquelle on va se tourner. Qu'est-ce que vous faites et où sont les figures héroïques dans le cas du terrorisme? Alors je ne suis pas d'accord avec cette analyse, puisqu'au contraire, je pense qu'avec l'émergence de la mémoire enfin, ce que j'ai appelé une valeur démocratique, à partir, pour l'Europe en tous les cas, de la question de la Shoah, c'est bien entendu la victime qui a été mise au centre, mais on voit bien la tension qui a été créée, puisqu'il y a eu une sorte de réaction avec une volonté de redonner corps, de redonner vie à la mémoire de la résistance, c'est-à-dire une mémoire héroïque par rapport à une mémoire de victime. La question de la mémoire du terrorisme se pose, non pas exactement en ces termes, mais on nous la pose en ces termes. C'est-à-dire, comment pouvez-vous installer dans un pays comme la France des formes de mémorialisation durable, hein, commémoration, musée, etc., qui seraient uniquement tournées vers les victimes. Alors, je vais pas anticiper les réponses, mais l'une des réponses est de dire, si la victime est bien entendu centrale dans ce projet, donc les victimes du terrorisme, d'autres figures sont centrales, ce qu'on appelle les primo-aidants, ce qu'on appelle alors les pompiers, les policiers, tous ceux qui sont intervenus, les médecins. Alors, tout ça est une discussion qui a commencé avant la pandémie. Alors vous imaginez bien qu'avec la pandémie, la résonance de ces questions-là a pris une importance, évidemment, à laquelle on ne s'attendait pas. Hein, on était en train de réfléchir à la question de ce qu'on appelle les primo-aidants, c'est-à-dire ceux qui viennent les premiers sur un attentat pour secourir les victimes et qui sont en général des gens qui prennent de plein fouet les premières images, les premières souffrances. On était en plein
cérémonie d'applaudissement des soignants tous les soirs. Donc, ça a disparu par la suite pendant la pandémie. Donc ça, c'est un effet évidemment tout à fait, c'est un hasard, on va dire. C'est pas tout à fait un hasard. C'est pas tout à fait un hasard parce que la pandémie a révélé, dans tous les cas, a mis en scène à la fois l'État-providence, les limites de l'État-providence, l'espoir d'un État-providence qui serait encore plus performant, enfin bref, et qui a évidemment État-providence au sens d'un État qui prend soin, enfin, c'est pas l'État-providence au sens social du terme, c'est un État qui prend soin de sa population, des plus démunis, des plus faibles, des victimes, ici il s'agit des victimes. Donc voilà, nous sommes dans cette problématique-là. Voilà. Alors pour terminer sur la question de cette politique publique de mémoire, pour laquelle le terrorisme est un nouveau chapitre, eh bien, ce qui s'est passé, et ça, c'est à la fois la demande des associations, la demande des victimes, et puis la réponse apportée par l'État, c'est tout simplement un principe d'égalité. Il s'est agi d'abord de faire pour les victimes du terrorisme ce qu'on a fait pour d'autres, quelle que soit la disproportion des bilans. J'en suis parfaitement confiant. Je suis un spécialiste quand même de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas comparer les bilans de la Seconde Guerre mondiale, voire les bilans de la guerre d'Algérie ou de tout autre conflit, avec les bilans du terrorisme, y compris sur une longue période. Je suis parfaitement confiant, mais, encore une fois, on n'est pas dans une logique numérique, on n'est pas dans une logique quantitative, on est dans une logique symbolique, et la disproportion ne tient pas compte de l'attente. Il y avait cette attente, et la réponse de l'État, ce qui a été fait pour d'autres catégories de victimes, doit être fait pour les victimes du terrorisme. Et puis, le deuxième volet de ce principe d'égalité, c'est que, évidemment, ça va concerner toutes les victimes du terrorisme, et pas simplement les victimes récentes. Et donc, c'est l'une des conséquences immédiates. Le projet, que ce soit sur un plan mémoriel ou sur un plan historique, prend en compte toutes les formes de terrorisme depuis environ un demi-siècle. Voilà. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur des dispositions que vous pourrez trouver assez facilement. C'est un troisième point qui est directement lié à ce que je viens de dire. Mais avant de mettre en place une politique de mémoire envers les victimes de terrorisme, l'État, sur la pression d'associations, on retrouve exactement le même modèle qu'on a vu à l'œuvre, par exemple pour la mémoire de la Shoah, où Serge Klarsfeld, ce qu'on appelle des militants de la mémoire ou des entrepreneurs de mémoire ont joué un rôle essentiel, comme aujourd'hui sur d'autres sujets, ont été mis en place, par exemple en 1990, une décision absolument fondamentale, les victimes du terrorisme sont des victimes civiles de guerre. En tous les cas, sont assimilées à des victimes civiles de guerre. On voit bien un lien qui est créé, au moins juridique, entre des victimes de temps de paix avec des situations de temps de guerre. Voilà. Je passe, il me reste pas beaucoup de temps. Alors, voilà. J'aborde maintenant un autre point. Une fois qu'on a décidé de créer un musée mémorial du terrorisme, une fois qu'on a compris que la tâche ne serait pas simple, la première chose qu'on a fait, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était fait avant nous. Qui a eu et dans quel pays pouvait-on trouver des exemples? Et là, ça a été, je vais dire, une surprise et un moment un élément déterminant dans notre réflexion. C'est dans le rapport que nous avons rendu en mars 2020, si vous voulez des compléments là-dessus, là j'ai pas le temps de développer, mais il existe de très nombreux mémoriaux consacrés aux victimes d'attentats terroristes, quelles que soient les formes de terrorisme, partout dans le monde. Partout dans le monde, là-dessus, c'est un phénomène qui est extrêmement facile à repérer. En revanche, des musées, c'est-à-dire des lieux de transmission, de connaissances, d'expériences visuelles, corporelles, ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'est un musée, il y en a très peu, on en a repéré à peu près une demi-douzaine. Au jour d'aujourd'hui, sur les 5 que je vous ai indiqués, j'en connais 6, je les connais tous, sauf celui de Bologne. Ils ont une caractéristique, alors je voulais vous en montrer quelques éléments, mais je vais passer rapidement. Tous ces musées sont consacrés à un attentat ou un type de terrorisme particulier. Allez très vite. Ici, l'Oklahoma City National Memorial, qui a été érigé en 2001. L'une des caractéristiques de ce musée, c'est qu'il est le premier du genre. C'est la première fois, à ma connaissance, après enquête,
on crée un musée qui est consacré à un événement terroriste, c'est un attentat, pour aller vite, suprémaciste, du 19 avril 95, attentat, vous voyez, qui a fait un nombre considérable de victimes, pour un seul bombe, et qui a été érigé au cœur de la ville d'Oklahoma City et qui occupe quasiment 3 ou 4 blocs d'une grande ville américaine. Voilà, c'est pour vous donner la mesure de l'importance qui a été donnée. Et là, vous avez, alors vous le voyez plus ou moins sur l'image, je ne vais pas développer, vous avez à la fois sur le premier plan ce qui est le mémorial proprement dit, ce sont des chaises vides qui représentent les victimes, et au fond, vous avez le musée. Donc je vous ai donné un des éléments qui est une reconstitution de l'explosion du bâtiment. Donc, une image de violence, hein, voilà, au passage, hein, puisque la plupart de ces musées montrent des images de violence, mais chacun avec un style qui lui est propre. Alors je vais continuer. Ici vous avez, alors je le connais pas, c'est un attentat contre un avion qui a été abattu. Donc je vois plus la date, excusez-moi. C'était ce que j'ai un problème parce que c'est bon, ben, peu importe, vous le voyez, je ne sais plus quelle est la date. C'est 80. Pardon 80. En 80. Parce que le bas de l'écran est occupé par vous-même. Donc je ne sais plus comment déplacer. Voilà. Donc, ça, c'est un attentat. Alors, voilà un exemple classique. Et c'est pour ça que je vous montre. Au fond, l'essentiel du musée, c'est une œuvre, c'est une présentation, c'est une performance, on peut dire, d'un artiste. Et quel artiste? C'est une célèbre artiste d'art contemporain en France, Boltanski, Christian Boltanski. C'est une des réponses à la question que je posais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on montre la violence? Bon, une des réponses, qui n'est pas la seule évidemment, c'est de confier ça à un artiste qui, par définition, va lui donner une marque personnelle, un filtre, une signification qui va permettre de créer une distance entre la violence de l'événement et les réactions des spectateurs. Bon, ici, il y a cette reconstitution à la manière de Boltanski de l'avion. Bon, je vais passer très vite. Bon, le musée du 11 septembre, je pense que vous connaissez, c'est pas la peine que je développe, et qui est un musée qui est très complet, puisque vous avez à la fois un mémorial, vous avez un musée au sens large du terme, vous avez à l'intérieur du musée, vous avez un musée proprement historique, qui a une volonté historique. Je précise que nous travaillons avec la plupart avec tous ces musées, qui sont tous les directeurs, vice-directeurs de ces musées sont membres de notre observatoire d'orientation, et nous avons créé un début de réseau des musées mémoriaux du terrorisme dans le monde. Bon, ça, c'est le musée d'Oslo qui nous a beaucoup impressionné lorsqu'on l'a visité. Un attentat de 2011, 77 morts là encore, c'est un attentat d'extrême droite, une centaine de blessés sur l'île d'Utøya. Et là aussi, alors je n'ai pas le temps de vous montrer, mais vous pouvez la trouver facilement. Cette image représente l'arrivée de la camionnette qui va exploser, et grâce à des caméras de surveillance, on peut voir l'explosion de la camionnette. Là encore, c'est une image de violence qui est montrée dans un lieu qui est par ailleurs extrêmement attentif à ne pas choquer le visiteur. Voilà. Et enfin, alors c'est tout récent puisque ça date il y a moins de 15 jours, c'est l'inauguration par le roi d'Espagne, le 1er juin, d'un tout nouveau musée consacré aux victimes du terrorisme. Alors, au départ, c'était un musée qui était consacré aux victimes du terrorisme basque, mais après qu'il nous ait rencontrés, parce qu'on a visité ce musée le projet en tous les cas, en construction il y a plus d'un an, ils ont décidé d'étendre un peu à d'autres formes de terrorisme. Voilà. Bon, j'ai fait un panorama très rapide, mais pour arriver au fond à une idée simple, le projet français est différent, voire unique. Alors unique, c'est pas cocorico, c'est que dès lors que nous prenons en ligne de compte toutes les formes de terrorisme, que nous prenons en compte victimes en France et victimes françaises à l'étranger, eh bien, il va de voir qu'on n'a pas du tout la même approche, puisque pour nous, le cœur du problème, c'est une séquence historique, c'est une période historique, ce sont des thématiques. Nous prenons dans les choix que nous avons faits historique, bref, voilà. C'est la grande différence avec, et surtout l'autre différence,
c'est que la plupart, sauf le musée de Victoria, qui est installé dans une succursale de la Banque d'Espagne qui se trouvait, donc Victoria, c'est la capitale du Pays Basque, pour un terrorisme qui a été multiforme et qui s'est déployé à la fois évidemment dans le Pays Basque espagnol et dans le Pays Basque français, tous les autres musées sont des musées de sites, ce qu'on appelle des musées de sites. C'est-à-dire qu'ils ont été construits sur le lieu même de l'attentat. Et donc ça a une signification évidemment qui est très différente. Nous ne pouvons pas. Non seulement nous ne pouvons pas, mais nous avons même fait le choix inverse. Puisque nous devions prendre en compte toutes les victimes du terrorisme, il était hors de question de privilégier un lieu. Je prends juste un exemple. On a eu des discussions, on a eu des demandes, voire des buts polémiques parfois, pour l'installer par exemple à Nice, où a eu lieu l'attentat du 14 juillet 2016, qui est un gros attentat qui a connu la France récemment. Notre choix, qui a été avalisé par les autorités, en particulier par le président de la République, c'est de dire de choisir un lieu qui n'a pas été marqué, en tous les cas pas de manière visible, par un attentat, de telle sorte à ce qu'on puisse créer un lieu qui puisse représenter l'ensemble de ces victimes. Et là, on touche du doigt, ce qui est peut-être une des difficultés majeures, c'est qu'à partir d'un lieu, bon, j'y reviens dans un instant, qui a une autre fonction, d'un lieu qui n'a pas d'histoire particulière, qui n'a même aucun rapport avec le terrorisme, il va falloir créer de toutes pièces quelque chose qui incarne à la fois la violence du terrorisme, les victimes du terrorisme, la réponse face au terrorisme, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que le projet que nous menons est très différent et pose des problèmes très différents de ceux qui ont été ceux, par exemple, d'Oklahoma, de New York, d'Oslo ou de Bologne. Voilà. Je vais continuer. Alors, il me reste quoi, une dizaine de minutes. Je vois plus. Une dizaine de minutes, oui. Bon. Alors, je ne vais pas entrer dans ce qui est le plus compliqué, évidemment. Mais c'est quoi le terrorisme pour vous? Mais ceci, mais cela, mais les résistants, c'est, voilà, on appelle résistants les terroristes, ceux qui sont des terroristes. Bon, on entend ça depuis 2 ans, bien sûr. On est parfaitement conscient de ces questions-là. Alors, on a fait 2 choix. Le premier, c'est que nous sommes parfaitement conscients que la définition du terrorisme est tout sauf stabilisée. Ce qu'on appelle une définition stabilisée. Elle ne l'est pas, il n'y a pas de définition internationale, il y a des polémiques, il y a des différences. Maintenant, il y a des définitions. La loi française, la première loi française, si j'accepte la toute première loi française qui énonce le mot terrorisme, qui a été prise par le gouvernement de Vichy, donc celle-là, évidemment, est en jeu. Mais la première loi française qui définit véritablement ce qu'est un acte terroriste, c'est 1986, qui a été complétée par la loi de 92, qui définit de manière assez précise, je crois sur un point juridique, ce qu'est ou n'est pas un acte terroriste. Bon. Notre choix, c'est à la fois de donner à voir au visiteur une multiplicité de définitions, de lui faire comprendre que cette définition fait problème, hein, qu'il y a des points de vue différents, qu'il y a plusieurs manières de l'aborder, mais en même temps de lui en donner quelques éléments qui pour nous semblent essentiels. C'est les éléments que je vous montre ici. Violence extrême, souvent aveugle, hein, la bombe qu'on met au milieu d'un drugstore publiciste, qui est le point de départ pour nous, en 1974. La disproportion entre actes et faits psychologiques, c'est la définition de Raymond Aron. Alors elle est importante parce que ça renvoie non pas simplement à la question de l'asymétrie, souvent le concept qu'on met en avant pour expliquer, sinon justifier, pour expliquer le terrorisme, mais parce que, à mon avis, c'est une grande différence avec le terrorisme d'État, qui lui peut être un terrorisme, entre guillemets, un terrorisme massif, hein, parce que c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que vous intégrez le terrorisme d'État dans votre projet? Alors, oui et non. Nous ne l'intégrons pas dans l'exposition permanente pour des raisons pratiques, parce que sinon on serait obligé de parler quasiment de toute l'histoire contemporaine depuis des siècles, mais ça fait partie de nos préoccupations pour la programmation culturelle, pour les expositions temporaires, etc. Mais en même temps, nous sommes sur la condition qu'il existe des différences entre le terrorisme dont nous parlons, hein, qui est, pour le dire vite, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec cette définition, mais qui est une sorte de réponse, entre guillemets, du faible au fort. Il y a une asymétrie, il y a une disproportion des forces en présence, mais en règle générale, il y a une différence avec et le terrorisme d'État et d'ailleurs la guérilla. Même si souvent des groupes peuvent être de même nature, ont mené à la fois des guérillas et des formes d'action terroriste. Bon.
c'est des spécialistes de l'Amérique latine, je ne vais pas m'engager sur ce terrain que je connais mal. Voilà. Ensuite, il y a d'autres éléments que vous voyez, alors je ne vais pas les développer. La déstabilisation, c'est l'élément fondamental. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'attention, par exemple, pour tout ce qui est le terrorisme des années 70, le terrorisme d'extrême gauche notamment, qui est aussi le terrorisme d'extrême droite, celui des brigades rouges, celui de la fraction armée rouge, puisque c'est une stratégie qui consiste non pas à viser des cibles pour ce qu'elles sont, mais viser des cibles en escomptant une réaction de l'État, de la société, etc. Ce qui est le propre même d'ailleurs du terrorisme, et même du terrorisme de guerre. Hein. Les bombardements stratégiques qui sont une forme de terrorisme, avec pour objectif non seulement de détruire des objectifs réels, hein, de capacité militaire de l'ennemi, mais aussi de pousser la population à rejeter ses dirigeants, etc. Une stratégie qui n'a pas vraiment marché, mais peu importe. Donc voilà, donc, je laisse les éléments ici, vous les voyez. Encore une fois, la question reste pour nous ouverte, et dans le musée, nous aurons encore une fois une chose qui va ressembler à ce qu'on appelle une borne interactive, qui permettra aux visiteurs d'avoir un nombre étendu de définitions possibles, y compris de définitions qui peuvent prêter à contestation. Voilà. Alors, je vais terminer rapidement, je vais aller plus vite sur la fin. Le point de départ, ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps. À partir de quand vous commencez? Parce qu'évidemment, il y a toujours, j'anticipe peut-être une question, mais il y a toujours un peu un côté, c'est suspect quand même comme projet. Disons-le, c'est suspect. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que vous voulez? Qui veut quoi? Et qu'est-ce que le président de la République? Par parenthèse, ça m'amuse, parce que le président de la République, j'ai vu une fois, ça a duré 1 heure, et il m'a dit faites ce que vous voulez. Bon, c'est très important, hein. Ça se passe pas tous les jours comme ça, et ça s'est pas passé pour d'autres missions assez proches avec d'autres collègues historiens. Bon. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, voilà, nous avons eu carte blanche. Alors le point de départ, la réponse elle est là, donc c'est le petit tableau à gauche là, elle est en 3 temps. La réponse est en 3 temps pour le mémorial des victimes, c'est-à-dire pour la liste des victimes que nous allons mettre sur le monument, le mur. Enfin, je ne peux pas encore aujourd'hui vous dire quelle allure il aura. Nous allons mettre toutes les victimes que nous pourrons identifier et qui sont d'ailleurs la plupart identifiées depuis 1974. Alors pourquoi 1974? Parce que le 19 septembre 1974, c'est l'attentat de Roxor Publicis, par Carlos, qui va devenir une des figures évidemment du terrorisme en Europe, notamment en France, a été considéré comme le premier attentat aveugle, je précise bien, parce qu'il y a eu d'autres attentats politiques qui sont la plupart liés au conflit du Proche-Orient, mais c'est celui-là aussi, mais c'est le premier attentat aveugle qui va, une grenade qui est lancée dans le drugstore, qui va faire des victimes au hasard. Et c'est la date qui a été choisie par le législateur pour faire remonter une disposition qui a été prise il y a quelques années, d'accorder une médaille des victimes de terrorisme à ceux qui ont fait la demande, que ce soit des victimes qui ont directes, qui ont survécu bien sûr, ou des victimes indirectes. Ça c'est un point de départ qui est juridique, qui peut se discuter, qui a un sens relatif sur le plan historique, relatif, et c'est la raison pour laquelle nous, sur le musée, donc c'est la deuxième réponse pour l'exposition permanente, d'une part nous faisons une rétrospective sur le 19e et la première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire on veut quand même dire un mot dans l'exposition permanente sur les attentats nationalistes du milieu du 19e siècle, sur les attentats anarchistes, sur les attentats par la suite, bien sûr, majeurs, Sarajevo, les attentats de la Cagoule, évidemment la guerre d'Algérie, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Nous n'allons pas faire l'histoire de la guerre dans ce musée, parce que ce n'est pas le propos. Nous, on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt et dire ça n'a aucune importance concernant le terrorisme pour ce qui est construction permanente. Et on se concentre sur ce qu'on a appelé le terrorisme contemporain, essentiellement à partir d'une définition qui vient des modes d'action, des modus operandi et de la question territoriale, de manière de faire, qui démarre entre 1968,
premier détournement d'avion par un groupe palestinien, à 1974, qui est le premier attentat en rebelle, comme je le disais tout à l'heure, qui touche la France. C'est pour nous le point de départ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Et c'est à partir de là que nous prenons en compte toutes les formes de terrorisme qui sont énoncées sur la partie droite, c'est-à-dire le terrorisme de type nationaliste, anti-impérialiste. Évidemment, les Palestiniens, les groupes palestiniens, certains groupes palestiniens occupent une place centrale, puisque d'une certaine manière, ils ont inventé le terrorisme, une forme de terrorisme moderne. Bon, les années de plomb, qui occupent évidemment une place importante. La France a été moins touchée que d'autres, mais elle a été touchée. Le terrorisme régionaliste, ce qu'on a, mais bon, un nombre de victimes très faible, et le ou les terrorismes islamistes depuis 1979, qui constituent un nombre faible d'attentats sur le total, relatif faible, mais 60% des victimes et la quasi-totalité depuis 2012. Donc on voit bien, on a une disproportion par rapport à ce phénomène djihadiste récent qui va être évidemment un des éléments essentiels du propos. Et enfin, alors, pour continuer, donc, le mémorial depuis 1974, l'exposition, la séquence inaugurale 68-74, pour la programmation culturelle, ce qu'on appelle la programmation culturelle, c'est-à-dire tout ce qu'on voit dans un musée qui n'est pas l'exposition permanente, exposition temporaire, festival de films, conférences, toutes sortes de manifestations artistiques et autres, on n'a pas de limite. Voilà. C'est un choix qui, comme ça, est clair. Il est hors de question. Moi, je défends Saint-Mordicus, qu'on vient de nous accuser de vouloir faire, de ne pas mettre la lumière sur tel ou tel. Non, c'est totalement ouvert. Voilà. Donc ça, c'est ouvert, mais pour l'instant, nous n'avons pas défini. Nous en sommes très loin. Hein. La programmation culturelle est pour l'instant dans les limbes, puisqu'il faudra attendre déjà de mettre en place l'exposition permanente et le reste. Alors, je précise, mais vous en avez, chacun en a fait sans doute l'expérience en visitant des musées. On va rarement dans un musée, enfin en tous les cas, on ne va pas toujours dans un musée pour voir l'exposition permanente. Et même souvent, on découvre des musées parce qu'il y a une exposition temporaire qui nous intéresse, parce qu'il y a une programmation qui nous intéresse, un festival qui nous intéresse, et à cette occasion, on découvre le livre. Donc, le fait de dire nous nous concentrons sur l'exposition permanente, sur une période bien identifiée, qui peut poser problème, qui va poser question, qui va nous valoir des critiques, etc. Très bien. Mais l'une des réponses, puisque encore une fois, ça se veut un lieu ouvert, prix ouvert aux interprétations, nous n'avons pas de limite. A priori, on peut remonter, puisque certains ouvrages sur le terrorisme remontent aux Zélotes, hein, la naissance du terrorisme. Donc, on n'a pas de limite concernant ce point de départ pour la programmation culturelle. Et enfin, un dernier élément extrêmement important, ça c'est un enjeu vis-à-vis des victimes du terrorisme, il est hors de question de pouvoir mettre tous les attentats, ou de développer, même brièvement, tous les attentats qui ont eu lieu depuis 1974, ou depuis la fin des années 60. Vous en doutez bien. Et pourtant, on va le faire. C'est-à-dire, on va le faire à travers une base de données que nous sommes en train de constituer. Il y en a déjà plusieurs qui ont été constituées ailleurs, enfin, notamment sur le plan international. Et nous sommes en train de constituer notre propre base de données, alors qui est focalisée sur le terrorisme en France et les victimes françaises, de telle sorte à ce qu'un visiteur qui se sent directement concerné puisse, même s'il ne trouve pas, pardonnez-moi l'expression, son attentat dans le parcours permanent, pourra, à travers une base de données qui sera évidemment muséalisée, hein, sous une forme interactive, etc., pourra accéder à une fiche relativement complète sur le descriptif, sur le nombre de victimes, etc., entre guillemets, son attentat. Bon. Alors, vous voyez bien, en disant cela, j'énonce un projet, hein, j'énonce toute une série d'intentions. Reste à les mettre en œuvre, hein, ce qui n'est pas simple, parce que pour l'instant, et je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, donc ne me posez pas la question, parce que je n'ai pas envie d'y répondre, ça va coûter combien? Je n'en sais rien. Et je peux même vous dire là, parce que c'était une de mes surprises, lorsque j'ai vu le président de la République, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est la première fois, en 2 ans, je l'ai vu il y a à peu près, c'était fin février, l'une des raisons pour laquelle je voulais le voir, c'est de dire, voilà, c'est quoi la fourchette, quelle est l'importance que l'État accorde à ce projet, etc. En gros, la réponse a été, et la suite pour l'instant l'a prouvé, nous financerons votre projet. C'est-à-dire, faites votre projet et l'État
trouvera, alors après, sous quelle forme, bon, ça c'est une chose qui me dépasse un peu, mais va trouver les investissements pour financer ce projet. Donc voilà, ce que je vous ai décrit là, c'est essentiellement des réflexions qui sont nées à la fois à l'intérieur de la mission, par de très nombreuses consultations. On a consulté à peu près 200 personnes. Ça va d'un ancien président de la République, François Hollande, pour ne pas le nommer, j'ai pas encore réussi à voir Nicolas Sarkozy, qui était probablement occupé, mais qui m'a promis de me rencontrer, jusqu'à des experts de toutes sortes, jusqu'à des gens qui travaillent dans des musées étrangers. Enfin voilà, nous avons ouvert de manière très très large la consultation. Je vais juste, je vais aller très vite, je vais terminer, parce que l'exposition permanente et d'une manière générale, la programmation repose sur 3 thématiques. La première, c'est l'histoire, voilà, je vous en ai dit un mot. L'histoire propre du terrorisme depuis la fin des années 60. La place des victimes, avec une question centrale, est-ce que les victimes du terrorisme sont des victimes particulières? Et puis il y a toute une réflexion sur la figure de la victime à l'époque contemporaine, qui n'est pas un problème propre au terrorisme, bien sûr, c'est un problème tout à fait général et fondamental. Vous avez un troisième thème qui est très important, c'est la réaction des sociétés, et en particulier de la société française, face au terrorisme. Ça va de la géopolitique à l'installation de nouvelles poubelles dans l'espace urbain. Voilà, notre espace urbain, notre manière de voyager a changé à cause du terrorisme ou des réactions, la manière dont les sociétés ont réagi face à ça. Bon, je vais passer sur les collections, qui est pourtant un problème central, en vous donnant simplement quelques éléments. Voilà, vous voyez, bon, les collections, les témoignages, bien sûr, ça va de soi, ils vont avoir une place centrale. Les objets, alors la grande qui vont constituer une part importante de nos collections. Alors les scellés de justice sont accessibles et nous ont été accessibles pour des affaires évidemment qui sont closes, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a plus de recours, il n'y a plus de procédure possible. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et par ailleurs, voilà, vous voyez des sources assez traditionnelles, avec parmi les objets aussi, je le dis rapidement, c'est très important pour nous, les objets des victimes, qui sont qui donnent alors même si en quantité il n'y en aura pas forcément beaucoup, mais qui donnent une dimension très particulière à ce lieu patrimonial que nous sommes en train de constituer. Pour donner juste un exemple pratique, dans un musée vous avez des collections, mettons, je sais pas, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez 10 000 objets, un musée a 10 000 objets, il va en montrer une dizaine, une vingtaine, une centaine maximum, le reste est sous réserve, des réserves, et inaccessible en général, bon, sauf pour les conservateurs. Pour ce type d'objet, ce que nous avons en tête, ce qui se pratique dans certains musées, c'est de laisser un libre accès aux réserves par les victimes, pour permettre aux victimes, en tous les cas aux donateurs d'objets, de pouvoir consulter les objets sur place dans notre musée, ce qui montre bien la différence. Nous sommes ce sera à la fois un musée au sens traditionnel du terme, mais avec une dimension particulière, parce que ces objets, évidemment, ont une dimension, enfin, j'emploie souvent le terme de sacré, mais en tous les cas sacré pour ceux qui nous les ont apportés. C'est le témoignage d'une souffrance, le témoignage d'un traumatisme, qui, par le don au musée, devient de fait une forme de collectivisation de la souffrance. J'emploie le terme à dessein, une souffrance personnelle, individuelle, qui est déjà partagée par les autres victimes, mais qui devient une forme de nationalisation, de collectivisation, une forme de nationalisation de la souffrance à travers ce don. Voilà. Je termine rapidement. Bon, j'avais quelques exemples d'objets à vous montrer. Voilà, sur le lieu. Alors ça, c'est la chance tout à fait unique. Voilà, nous avons trouvé un lieu qui se situe tout à côté du plus grand mémorial, un des plus grands mémoriaux français, qui est le mémorial de la France combattante, qui a été construit en 1960 à l'initiative du général de Gaulle. Vous voyez ici la fameuse croix de Lorraine. Bon, donc ça, c'est la grande esplanade. C'est un monument extrêmement imposant, qui est la mémoire par définition héroïque de la France. Et bien tout à côté, à 100 mètres pratiquement de ce lieu qui a été un grand lieu d'exécution. Hein. C'est pour ça que Valérien est devenu
un haut lieu, ce qu'on appelle un haut lieu de la mémoire nationale, eh ben, nous avons un lieu tout à fait particulier. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30, très exactement 1934, par deux architectes très connus dans le monde de l'architecture, même au-delà, Eugène Baudouin et Marcel Lotz. Pour vous donner un point de repère, ce sont les architectes de la Cité de la Muette à Drancy. Alors évidemment, nous sommes avant la transformation de la Cité de la Muette, puisque cette cité a été, pendant la guerre, le camp de transit de la déportation des Juifs de France. Bon. Et ce sont deux architectes d'un courant qu'on va qualifier de moderniste, qui ont construit ici sur demande du maire de Suresnes de l'époque, qui s'appelait Henri Sellier, qui est très connu pour avoir conçu tout un nouveau paysage urbain, notamment la cité Jardin, une école de plein air, donc qui était une école qui était destinée à des élèves qui n'étaient pas malades, mais qui étaient des élèves fragiles, notamment qui étaient en situation en danger ou en risque de rachitisme ou d'attraper des maladies respiratoires, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et donc, on a construit un système, une forme de pédagogie très innovante pour l'époque, qui permettait aux élèves de suivre une partie des cours en plein air. Et donc, tout le lieu a été conçu dans un parc, avec des espaces extrêmement aérés. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie, vous avez de la documentation assez facile à trouver en ligne. Bon, j'ai pas le temps de développer. Alors vous me direz, mais quel rapport? Alors, voilà, là, on voit une classe de plein air, par exemple, avec de très jeunes enfants. Bon. Quel rapport avec le terrorisme? Aucun. Voilà, je vais être très franc, aucun. Ça faisait 2 ans que nous cherchions et ce lieu s'est libéré. Il est occupé aujourd'hui par un institut national qui travaille pour la formation des professeurs, des éducateurs pour des handicapés. Ce lieu se libérait, bien avant que le musée mémorial soit à l'ordre du jour. Et on nous l'a suggéré, on nous l'a proposé. Et je dois dire que pratiquement tout de suite, il y a 2 choses qui nous ont frappés. Rappelez-vous ce que je vous disais au début, hein, résilience et résistance, ce sont des éléments de langage, comme on dit, ce sont des concepts, ce sont des valeurs, je sais pas comment le dire, qui ont guidé notre projet depuis le début, mais bien avant qu'on ait ce lieu. La résistance, la photo, parce que je ne peux pas trouver mieux, mais je précise tout de suite que le lieu en question n'a rien à voir avec le mémorial du Mont-Valérien. Il est à côté, il est abrité, il est à l'ombre, j'emploie cette expression, c'est très important, nous n'allons pas faire de l'ombre à ce qui est le plus grand, et il n'y a aucune chance de le faire, hein, le plus grand mémorial, parmi les plus grands mémoriaux de la Panthéon français, si je puis dire. Bon. Mais cette dimension est là, voilà. Et pour nous, c'est très important parce que sans même parler des aspects proprement pratiques de parcours commun, de pédagogie, j'ai pas le temps de développer, mais à 200 mètres se trouve un cimetière américain de la guerre mondiale, se trouve un autre musée qui est justement consacré à Henri Sellier et à toutes ces innovations. Donc voilà, on a la possibilité de développer dans ce lieu un programme culturel autour de l'histoire et de la mémoire. Vous ne pouvez pas, très franchement, trouver mieux. Alors, l'autre aspect, c'est la résilience. Voilà, même plutôt que la résilience, c'est ce que j'ai appelé ici le soin, l'attention au plus faible. Le terme anglais qu'on utilise tout le temps, le care, comme on dit, c'est un concept à la mode. Eh bien, ce projet, à la fois architectural et municipal, était entièrement tourné vers l'attention, non pas à des victimes, mais à des gens qui auraient pu être victimes ou qui auraient pu être en situation de difficulté par la maladie. Et donc voilà, nous récupérons ce lieu qui de toute manière était en place, s'il n'avait pas été affecté à notre musée, pouvait risquait même d'être détruit, parce que l'un des enjeux, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, c'est la restauration, parce que c'est un monument historique, ce qui est à la fois une chance et un terrible handicap. Donc vous savez très bien alors l'extérieur, hein, l'extérieur est classé, ça veut dire que pour toucher une vis, c'est toute une procédure. Bon. En revanche, l'intérieur, on a une possibilité de l'aménager de manière plus ou moins libre. Voilà. Et je termine par une question qu'on nous pose tout le temps, le calendrier. Bon, voilà, vous l'avez sous les yeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 11 mars 2022, remise du projet scientifique et culturel, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est vraiment un document de base.
qui est en cours de rédaction, que je suis en train de rédiger. Et puis, vous avez l'ouverture en 2027. Entre-temps, ce que nous voulons faire, c'est faire exister ce lieu avant. Puisque, avant l'ouverture de ce musée, vous vous rendez compte que tous les investissements qui sont faits, tout ce dont je viens de vous parler, s'il faut attendre 2027 pour le voir, évidemment, ça va créer quelques impatiences. Donc, on a prévu tout un dispositif à la fois d'exposition de préfiguration, d'exposition itinérante. Nous sommes en train de monter une exposition pédagogique avec des collégiens, enfin leurs enseignants. Bon, voilà, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais voilà, c'est aussi un des défis de faire exister un lieu aussi complexe avant qu'on puisse le voir. Parce qu'encore une fois, un musée, c'est un endroit où on se rend et on voit. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu dépassé le temps qui m'a été imparti, mais je suis à votre disposition pour toutes les questions. Voilà.